En secondaire sur le téléphone. En faisant donc quoi? Ça serait intéressant de voir. Bonjour, désolée, ma caméra ne fonctionne pas pour le moment. Et c'est Jennifer. Mon nom, c'est Jennifer. C'est pas Coupon, désolée, c'est juste mon petit code à l'Internet. Mais je travaille au secondaire à Toronto. Je suis une aide enseignante. Et puis, je vois souvent dans les classes que ceux qui ont le droit d'utiliser leur téléphone, souvent, ils ont ChatGPT sur leur téléphone. Puis, peut-être que tu veux vérifier avec l'enseignant. D'accord, oui. Pourquoi essayer de travailler sur les sens si elles sont bien utilisées comme outil d'apprentissage? Oui. Alors, je continue. Pardon, sur les usages, justement, que c'est assez intéressant. En fait, il paraît que les IA, ils sont preuve d'une fracture générationnelle en France, justement. C'est ce que vous dites aussi un peu, justement, qu'il y a un usage en parallèle, en fait, du cours de fois, comme ça fait pas forcément partie du cours, ce n'est pas encore, ça rentre pas tout à fait dans le curriculum, au moins au lycée, et même aussi pour les universités. J'enseigne en l'IUT, j'enseigne à l'école des mines. Enfin, on s'en sert, mais ça ne fait pas forcément partie des outils. Il y a un an, on n'était pas au courant, donc au moins de l'usage qu'on fait aujourd'hui. Donc, les IA sont preuve d'une fracture générationnelle en France. Et les 45% des 18 à 24 ans utilisent ces nouveaux outils alors qu'ils ne sont plus que 18% passés 35 ans. Pour la moitié des moins de 35 ans, les sujets est maîtrisé et ils connaissent les IA génératives, mais du côté des plus de 35 ans, ils ne sont plus que 31% à comprendre précisément les principes des ChatGPT et des autres du type Midjourney, entre IA. Donc, 72 des sondés estiment de ne pas avoir les connaissances suffisantes pour utiliser des IA. Ils sont 51% à penser que les enseignants à tout niveau doivent s'en saisir pour les enseigner et mettre en perspective les avantages et les inconvénients. Et c'est pour ça que je pense que c'est intéressant de voir ça ensemble aujourd'hui. Donc, je passe à la diapo d'après. L'intelligence artificielle, abrégée en IA, se préoccupe de transmettre l'intelligence humaine aux machines. Il se concentre sur le développement des machines intelligentes capables de penser et agir comme des humains. Essentiellement, l'IA, c'est une intelligence retranscrite par des machines. Un agent intelligent et un appareil qui peut percevoir son environnement et agir pour optimiser ses chances de succès. Ces machines imitent les fonctions cognitives humaines telles que l'apprentissage et la résolution des problèmes. Ce qui est intéressant, c'est que, au fait, ce n'est pas tout nouveau les IA. Ça fait quand même, comme on va voir plus tard, c'est dans la courbe, enfin, d'un hype technologique. Mais on parle des ordinateurs et de l'intelligence par la machine depuis les années 50, du coup, avec la machine de Turing. Et je vous propose, je vais vous passer la ressource, après, je vais passer toutes les ressources de notre webinaire sur l'article de Turing, Can the Machine Think? Donc, dans cet article, Turing s'écarte de la question « La machine peut-elle penser ?» et introduit le jeu d'imitation qui apporte une nouvelle méthode pour discuter des capacités de la machine dans différents comportements liés à l'intellect humain. Cette thèse, connue sous le nom de test de Turing, est que les machines seront capables de passer un test dans lequel un observateur devra établir la différence entre un humain et une machine. L'article discute 9 points de vue contraires à cette thèse. Les objections incluent et ne se limitent pas à la théologie, aux mathématiques, à la philosophie humaniste, à la physique, à la psychologie et même à la perception extrasensorielle. Tout en déclarant ne pas trouver d'argument convaincant pour défendre sa thèse, Turing réfute systématiquement chacune de ces objections. Vrai ou faux, les hasards, la conscience, la faillibilité, la calculabilité, la continuité ou simplement être surpris sont discutés comme des éléments essentiels dans la conception de ce qui pourrait être une machine à penser. Turing culmine dans la machine d'apprentissage, Learning Machine.
Pas à pas, comparant le travail à l'enseignement de l'esprit d'un enfant, il décrit un nouveau concept de programmation alliant matériel héréditaire, mutation et évaluation par un enseignant. Ces concepts introduisent quelques nouveaux paradigmes que la récompense et la punition, la déviation d'un comportement complètement discipliné, les hasards au lieu de systématique. Donc, ça évolue dans les années et ça peut changer de nom. Et ça peut aussi, donc l'idée de l'intelligence artificielle, l'intelligence produite par des machines, elle peut avoir même des définitions qui changent. Pardon, il y a quelqu'un qui voulait parler, peut-être? Oui? Non? Alors, donc je reviens justement pour vous dire que Stuart Russell et Peter Norvig ont ensuite publié Artificial Intelligence and Modern Approach, qui est devenu l'un des principaux manuels de référence dans l'étude de l'intelligence artificielle. Ils y examinent 4 objectifs ou définitions potentielles de l'IA qui différencient les systèmes informatiques sur la base de la rationalité et de la réflexion par rapport à l'action. Donc, il y en a d'un côté l'approche humaine et de l'autre côté l'approche idéale. Donc, sur l'approche humaine, on va avoir des systèmes qui pensent comme des êtres humains et des systèmes qui agissent comme des êtres humains. Alors que sur les approches idéales, on parle de systèmes qui pensent rationnellement et des systèmes qui agissent rationnellement. Donc, penser, c'est vraiment sur voilà, le langage, la langue. Et l'agis, c'est vraiment sur tout ce qui est cinétique. Donc, on peut imaginer des robots, des autonomes, des voitures autonomes. Voilà, c'est vraiment sur quel sens on veut amplifier par apprentissage machine. La définition d'Alan Turing aurait été classée donc, dans la catégorie des systèmes qui agissent comme des êtres humains. Ce qu'on appelle aujourd'hui mainstream AI s'intéresse surtout au comportement d'un programme. Donc, selon Russell et Norvig, tant que les programmes fonctionnent, il ne soucie pas de savoir si vous l'appelez réel ou simulation. Si le programme peut se comporter comme s'il n'avait un esprit, alors il n'est pas nécessaire de savoir s'il a réellement un esprit. En effet, il n'y aura aucun moyen de le dire. Donc, tout ça pour dire que aujourd'hui, on a des mythes entre l'Artificial General Intelligence, le AI simple, les applications AI, le machine learning, le deep learning. Il y a quand même le neural networks. Tout ça, c'est bien sûr lié. Mais quand même, ils peuvent souvent, enfin, dans les dernières 50 ans, on a par exemple changé la définition de ce que c'est l'intelligence artificielle. Donc là, je vous montre une étude assez intéressante. C'est Gartner qui, je ne sais pas si vous connaissez, c'est le hype cycle. Donc les cycles du hype ou cycle de la hype. Et une traduction littérale de l'anglais hype cycle. Il s'agit essentiellement d'une courbe décrivant l'évolution de l'intérêt pour une nouvelle technologie. Donc là, vous voyez, en 2018, on voit ici en bas à gauche Artificial General Intelligence. Et si on lit bien le schéma, ça montre que pour faire la courbe, en fait, et c'est quoi cette courbe? C'est qu'il y a quand même un moment d'enthousiasme et un pic d'expectation, alors qu'après, il y a une désinflation, un moment de désillusionnement. Je ne sais pas si vous étiez au courant de ce qui est de Web3, des NFTs, il y a 2 ans. Tout le monde en parlait de métaverse, du méta qui allait faire des mondes virtuels. Et puis, avec l'arrivée des ChatGPT, on n'en parle plus du tout de métaverse. Le Bitcoin, les courbes, ils vont pas très bien non plus. Donc, on a passé à un autre nouveau hype. Mais tout ça, ça va revenir. Je pense il y a quand même des prédictions qui montrent si ça va si on va en parler les prochains 2 ans, si on va en parler les prochains 10 ans, si ça va être obsolète, même avant d'avoir dans les plateaux de productivité, où ça veut dire que ça va rentrer dans tous les, que ça va pas être au niveau expérimental, ni au niveau exponentiel, mais que ça va être régularisé dans une norme. Voilà. Donc, selon les sites de IBM, il y a 2 types d'intelligence artificielle. Il y a le IA faible et le IA forte. Donc, l'IA faible, elle est appelée IA étroite ou intelligence artificielle étroite. Artificial Narrow Intelligence, ANI, et une IA entraînée et concentrée pour effectuer des tâches spécifiques. L'intelligence artificielle faible régit l'essentiel des IA actuelles. Il serait plus approprié de parler d'IA étroite car elle n'a rien fait de faible
Elle contribue au fonctionnement de certaines applications très robustes comme Siri d'Apple, Alexa d'Amazon, IBM Watson et les véhicules autonomes. Après, on peut parler aussi des l'IA fortes. Et là, c'est composé de l'intelligence artificielle générale, donc les Artificial General Intelligence qu'on voit en bas à gauche, dans laquelle donc est aussi la SIA, la super intelligence artificielle. L'intelligence artificielle générale, ou IA générale, est une forme théorique d'IA dans laquelle une machine aurait une intelligence égale à celle des êtres humains. Elle aurait une conscience d'elle-même, serait capable de résoudre des problèmes, d'apprendre, de planifier l'avenir. La superintelligence artificielle, également appelée superintelligence, dépasserait l'intelligence et les capacités du cerveau humain. Bien que la IA forte soit encore entièrement théorique et qu'aucun exemple pratique ne soit utilisé aujourd'hui, cela ne signifie pas que les chercheurs en IA n'explorent pas son développement. En attendant les meilleurs exemples de l'IA, de IAJ, de Artificial General Intelligence, sont peut-être issus de la science-fiction, comme HAL, l'assistant informatique surhumain, et dévoyé de 2001, l'Odyssée de l'espace. Donc là, je cherche aujourd'hui, donc on n'a pas le 2023 parce qu'on est en cours en 2023, mais je cherchais bien sûr les cycles, les hype cycles, les cycles du hype pour le merging technology pour les prochains 10 ans, donc les prédictions. Et bien sûr, donc il y a 2 thématiques qui sont super intéressantes qu'il faut signaler. Donc vous voyez bien qu'on voit moins de General Artificial Intelligence et on voit plus du Machine Learning, du Generative Design AI. Donc ça, c'est la deuxième thématique. La première thématique qui ressurge en fait de en étudiant cette courbe, ce serait l'évolution et l'expansion des expériences immersives, donc tout ce qui est concept et identité décentralisée, Decentralized Identity, les humains numériques, le métaverse, les NFT et le Web3. Donc il paraît qu'ils vont quand même revenir pour les prochains 5 ans. Et puis la deuxième thématique, donc celle qui nous concerne aujourd'hui, c'est l'automatisation accrue des l'IA. Donc, les systèmes autonomes sont des exemples d'automatisation accélérée de l'IA. Il s'agit des systèmes physiques ou logiciels autogérés, exécutant des tâches limitées à un domaine et présentant 3 caractéristiques fondamentales: autonomie, apprentissage et capacité à intervenir. Il faudra 5 à 10 ans pour que les systèmes autonomes soient adoptés par la majorité des acteurs, mais ils entraîneront une transformation des sociétés. L'intelligence artificielle causal, c'est bien l'IA faible, peut-être qu'on voit causal IA, voilà. Je ne sais pas si vous voyez ma souris. Et puis, il y a des conceptions génératives ou conceptions assistées par l'IA et l'utilisation de l'IA, du machine learning, ML, voilà, et des technologies de traitement de langage naturel, NLP, pour générer et développer automatiquement de flux d'utilisateurs, des présentations, de contenus et des codes de présentation pour les produits numériques. Les outils de génération de code par machine learning qui comprennent des modèles d'apprentissage automatique hébergés dans des clouds et d'autres technologies. Donc, ici, c'est funding autour le AI et on voit bien que finalement, la curve en fait de 2018, elle était sur machine learning applications. Donc, c'est là où il y avait plus où il y avait plus des investissements, du coup. Machine learning, il a pris le dessus, en fait, sur tout ce qui est robotique, computer vision. Computer vision, c'était aussi le pari aussi des HoloLens, computer vision applications, tout ce qui est tracking, LIDAR. Après, voilà, la reconnaissance vocale, les assistants virtuels, ils coûteront beaucoup plus, ils seront beaucoup moins promus en fait en 2019. Donc là, on passera à la deuxième partie. Du coup, je vous invite, je peux vous envoyer du coup les liens de This Person Does Not Exist. Et je vous invite à visiter cette page. Là, je vous partage. Voilà. Je vous ai
perdu. Vous êtes là? Oui. Ok, donc je vous invite d'aller visiter cette page en vous expliquant bien sûr le principe. Donc, en décembre 2018, les chercheurs de NVIDIA ont distribué une préimpression avec un logiciel d'accompagnement présentant StyleGAN. Un GAN, je vais vous expliquer ce que c'est GAN tout de suite, permettant de produire un nombre illimité de portraits, souvent convaincants, de faux visages humains. StyleGAN peut fonctionner sur les processus GPU des bases d'NVIDIA. En février 2019, l'ingénieur Philippe Wang a utilisé le logiciel pour créer This Person Does Not Exist, qui crée un nouveau visage à chaque rechargement des pages web. Wang lui-même a exprimé son étonnement compte tenu du fait que les êtres humains ont évolué pour comprendre spécifiquement les visages humains, de voir que StyleGAN peut nullement de manière compétitive séparer toutes les caractéristiques pertinentes des visages humains et de les récompenser de manière cohérente. Donc, c'est-à-dire que c'est fait presque, ça nous convainc presque, c'est de plus en plus convaincant. De même, deux professeurs de l'école d'information de l'Université de Washington ont utilisé StyleGAN pour créer Which Face is Real. Et là, je vous l'envoie aussi, qui mettait les visiteurs au défi de faire la différence entre un faux et un vrai visage côte à côte. Et ça, c'est vraiment intéressant à faire en classe, par exemple. La faculté a déclaré que l'intention était d'éduquer les publics sur l'existence de ces technologies afin qu'ils puissent s'en méfier, tout comme finalement la plupart des gens ont été informés que vous pouviez photoshopper une image. Effectivement. La technologie a établi une comparaison avec deepfake et son utilisation potentielle à des fins malveillantes a été évoquée. StyleGAN est un réseau antagoniste génératif introduit par des chercheurs d'NVIDIA en décembre 2018 et rendu disponible en février 2019. Donc, StyleGAN, c'est du machine learning et ça dépend du logiciel CUDA, de NVIDIA, des GPU et de TensorFlow. Donc, pour aujourd'hui, on parlera, on va se concentrer justement sur l'IA, les outils qui peuvent créer des images. Il y a deux types, soit de créer de contenu, des images synthétiques, soit de nous assister à la création du contenu. Donc, ce qu'on appelle prompt, c'est-à-dire un texte court qui va expliquer, qui va donner une sorte de commande avec un langage naturel, enfin, notre écriture, ça peut être en français ou en anglais. Et du coup, ça va permettre à ces programmes de générer des images. Donc, aussi, c'est du côté des créations d'images, ou bien il y a des applications comme par exemple Runway ML qui nous permettent d'avoir des outils IA qui vont aider justement à faire du montage plus facilement. Déjà, à savoir que l'intelligence artificielle et le machine learning a été déjà intégré dans pas mal de fonctionnalités par exemple, Unity, depuis un petit moment, il y a ce qu'on appelle le NavMesh. Il y a je ne sais pas si vous savez ce que c'est Unity, c'est un moteur de jeux vidéo. On l'utilise à l'université justement pour faire du temps réel. Et les méthodes IA, ils existaient depuis très longtemps. Après, aujourd'hui, des applications qui sont complètement, qui nous permettent de générer du contenu IA, c'est le nouveau hype, on peut appeler ça comme ça. Donc, il faut absolument aussi mentionner OpenPose. Et du coup, OpenPose, c'est un outil très puissant qui arrive à repérer 135 points du squelette humain depuis une seule image de référence. Donc, ça nous permet, par exemple, de envoyer une vidéo OpenPose et on peut extraire le motion capture de cette vidéo et avoir un fichier qu'on peut après appliquer dans un avatar. Donc, un avatar 3D dans un monde virtuel, voilà. Donc, aujourd'hui, sur ce qui concerne le image creation, la création d'images des synthèses, il y a deux compétiteurs, on peut parler de ça, c'est deux concurrents, il y a Midjourney et il y a OpenAI DALL-E. Alors, Midjourney, c'est un générateur, le logo de Midjourney, c'est bien à gauche. Je ne sais pas si vous avez déjà bidouillé dans Midjourney, si vous connaissez déjà un peu
les cas. C'est un logiciel, enfin, c'est un programme sur lequel on a accès. On va sur leur site et on a accès depuis Discord. C'est un serveur de chat. Nous, on utilise beaucoup Discord aussi avec l'université. Enfin, c'était un peu depuis Covid qu'on a passé sur chat. Et sur Discord, justement, on écrit du Natural Language Processing, on écrit du texte avec le prompt Imagine et ça nous permet de générer des images. Midjourney nous permet d'avoir la version free. Enfin, on a un trial version qui nous permet de générer 25 images. Ensuite, on passe à une version payante et dans un plan de chaque mois où enfin, ça dépend entre 10 ou 20 ou plus euros ou dollars par mois. Je pense que ce n'est pas la peine justement d'aller faire des comptes payantes sur des applications comme ça. Je pense que ce serait quand même intéressant de dire on prend une journée pour faire un workshop et comparer des outils et faire vraiment un critical thinking. C'est ça mon avis pour utiliser en classe que d'aller essayer d'avoir un accès premium un de ces applications. Parce que je trouve que c'est vraiment des applications qui viennent et qui partent, et qu'il y a d'autres qui vont arriver, comme par exemple DALL-E, qui en fait, c'est justement une de OpenAI Solutions. OpenAI, c'est spécialiste de l'intelligence artificielle qui permet à tous les internautes de tester gratuitement son outil DALL-E, qui permet de créer des images à partir des requêtes textuelles, de prompts. Et auparavant, l'usage était réservé aux professionnels qui devraient s'inscrire sur une liste d'attente. Aujourd'hui, plus que 1,5 million d'utilisateurs créent désormais activement plus que 2 millions d'images par jour avec DALL-E. La société américaine précise que l'apprentissage dans le monde réel lui a permis d'améliorer ses systèmes de sécurité pour éviter les dérives. C'est pourquoi elle peut désormais rendre l'accessible l'outil. Mais ce qu'on vient de voir aujourd'hui, c'est aussi parce que en fait, les data models, ils entraînent leur modèle avec, du coup, les données des utilisateurs. Donc, c'est pour ça que c'est gratuit. Donc, faisons aussi attention à l'usage, de ne pas forcément partager des photos de nos visages. On ne sait pas qui va jouer avec après un jour. Enfin, voilà. Après, l'idée, c'est que ce soit bien mouliné avec des autres algogènes et qu'on ne va pas se reconnaître. Mais il faut quand même se méfier avec qui on partage nos données. Puis Sophia, excuse-moi, pour la génération d'images, tu sais, par exemple, quand on fait des campagnes marketing avec certaines personnes, et on veut utiliser des images gratuites, puis on sait qu'il y a des images qui sont vendues. Alors, si on les crée avec cette plateforme-là ou ce EI, bien sûr, gratuite, on a les droits dessus et tout ça. Alors, ça, c'est aussi à vous de me dire. C'est-à-dire que normalement, chaque pays devrait. Ça dépend sur quoi. Alors là, les problèmes, moi, je vous ai même joint, vous allez voir après, un article où il y a des scientifiques qui rendent des manuscrits scientifiques sur des articles très pointus pour décrire des événements très pointus. Et ils rajoutent des images synthétiques et non pas des images scientifiques de microscope. Enfin, du coup, ça peut faire plus joli pour illustrer, mais ça quand même peut créer une confusion. Donc, en fait, alors, si on veut parler, si on veut faire un mood board pour un film d'animation du lycée, eh ben, on n'a pas du tout obligé de dire que ça a été créé par Midjourney, mais on n'est pas censé non plus de refuser le fait que ce n'est pas nous qui l'ont fait par nous-mêmes dans Photoshop ou ailleurs où on l'a pas fait à la main. Enfin, je veux dire, c'est quand même. Après, il y a des nouveaux lois peuvent arriver un jour où en fait les images qu'on utilise par Midjourney seront quand même watermark. Il va y avoir en bas à droite quelque chose qui marque ceci a été fabriqué. Voilà. Et donc sur les droits, il y a tant de droits de Midjourney qu'il y a. Enfin, par exemple, voilà. Après, il faut vraiment lire quand on signe, on dit qu'on accepte le license agreement de chaque logiciel qu'on installe. Et je me demande si quelqu'un les lit vraiment, mais quand même là-dessus, on peut peut-être voir finalement l'image que j'ai publiée. Peut-être les droits c'est moitié les miens, moitié Midjourney. Ok. Voilà. Puis DALL-E, on lui donne une description. Admettons que je lui dis, tu veux dessiner un éléphant rose qui vole. Je lui donne la description, puis lui, il me génère la photo qui va suivre cette description-là. Donc, en fait, c'est comme ça qu'on l'utilise. OK.
Super. Effectivement, après, voilà, après moi de toute façon, à chaque fois que je rends un papier avec une illustration ou à chaque fois que je demande à mes étudiants de m'écrire quelque chose, de l'illustrer avec une image. Ah, Oui. il y a quelqu'un qui veut. Voilà, j'ai une personne qui vient de rentrer. Et donc justement, enfin, de toute façon, on va mettre figure 1 et on va expliquer l'image. Après, voilà, on peut mettre figure 1, a corgi playing a flame throwing trumpet et ne pas dire que c'était une image générée par Midjourney. Mais bon, enfin, je trouve que voilà, on se trompe nous-mêmes si on ne les dit pas. Enfin, voilà. Après, Oui. on peut envoyer des images à des concours photos et dire que c'est nous-mêmes qui ont pris la photo, mais il y aura un jour des détecteurs, bien sûr. Enfin, on ne va pas pouvoir faire ce qu'on veut pendant très longtemps. Oui, en fait, c'est ça. Je pensais plus aux présentations que les élèves ou les étudiants, comme vous dites, quand ils pensent à créer parce qu'on travaille sur des projets, des fois en sciences, la majorité des fois, on travaille sur des sur des projets, pardon. Oui. Ce serait peut-être un outil que les élèves pourraient utiliser pour décrire. Des fois, il y a beaucoup de créativité. Et donc, imaginez une solution à un problème mathématique ou un problème en physique, puis l'illustrer et illustrer une machine qui pourrait résoudre ce problème-là. Et je trouve ça intéressant dans le sens où les élèves ils pourraient utiliser ça. Donc, tout à fait d'accord et encourager peut-être même, mais justement encourager aussi cet esprit critique. Et ce serait intéressant de comparer, de trouver des outils gratuits et poser la même question, le même prompt à une, la même à l'autre, et comparer et analyser en fait justement après et ça peut, on ne peut pas voilà dire que voilà, je ne vais pas vous dire que DALL-E c'est meilleur que Midjourney. Par contre, Midjourney c'est quand même payant, donc je ne le suggère pas. Après, voilà, faire un compte OpenAI, il faut avoir un compte Google. Est-ce que c'est une bonne idée qu'on dise aux élèves de faire un compte AI? Tout ça, c'est des vraies questions qu'on peut se poser. Ou est-ce qu'on pourrait avoir un compte AI de classe et dans un ordinateur? Enfin, voilà. Après, on va pas non plus forcer les étudiants ou les élèves. Donc après, voilà, je passe vite parce que là, j'ai toute une histoire à vous expliquer comment ça marche derrière. Mais ça, c'est vraiment c'est pas forcément la peine, mais je veux juste pour vous dire vite fait que DALL-E elle nous explique comment ça marche, alors que Midjourney, comme c'est propriétaire, on ne sait pas vraiment, c'est un peu, on n'a pas les modèles derrière d'apprentissage. Donc là, j'ai fait un exemple pour vous, justement. Donc, à gauche, c'est Midjourney, à droite, c'est DALL-E. Et j'ai demandé realistic photo taken from the Great Depression in America. Parce que, par exemple, voilà, un cours d'histoire, on va écrire un essai sur les années 30. Et du coup, on voulait illustrer ça, mais on n'a pas forcément les droits à récupérer des images avec des droits d'auteur ou autre, enfin, à peu près des images il y a 100 ans, je pense qu'on a le droit, mais enfin voilà. Donc, j'ai demandé donc, à Midjourney le même prompt qu'à DALL-E. On voit quand même quelques différences sur ce qu'il propose. À gauche, on voit quasiment la même fille, alors qu'à droite, on a vraiment 4 filles différentes, on peut dire. Enfin, au moins, il y a 2 ou 3 différentes. Après, voilà, on voit aussi les couleurs qui changent. Donc, je pense que c'est quand même assez crédible comme retour. Donc là, je vais lui poser des questions un peu plus poussées. Donc là, je vais demander vraiment à ce qu'on dise, on dirait une visualisation scientifique. Donc là, je demande pollen, les molécules de pollen vues par le microscope. Donc là, c'est Midjourney generated à gauche. Donc Midjourney me génère toujours 4 images. Et DALL-E qui va me générer un truc beaucoup plus réaliste, moins funky, beaucoup plus fade, on peut dire. Mais finalement, je me dis, bon, c'est ma faute, je ne vais pas expliquer quel microscope j'utilise. Donc, ce que je vais faire après, c'est que je vais aller chercher, taper sur Internet, non pas sur Bing IA, mais vraiment sur Internet image. Je vais demander une image, une vraie image. Hop, il y a encore quelqu'un qui veut rentrer, je crois. Bon, ok. Alors, du coup, désolée pour cette coupe. Donc là, je demande donc, au Google de me trouver une image de microscope, une vue de microscope de pollen, donc ce qui s'appelle Citrulus. Enfin, vous voyez, c'est ça le prompt. Donc, je demande le même microscope, la vue de microscope à Midjourney. Donc, j'ai ces 4 images que vous voyez à droite. Ça ne va pas vraiment bien. Et puis, je demande à DALL-E. Et vous voyez, là, je commence à voir quelque chose qui pourrait être rassemblé à quelque chose de vrai. Et c'est un peu comme ça, en fait, que ça se passe en général
Ouais, Il faut se méfier, je vais dire, il faut se méfier. En fait, et ce n'est pas une machine qui va nous donner des solutions, c'est une machine qui apprend. Il a déjà appris à apprendre. Donc là, on a une version qui nous dit, par exemple, ChatGPT va nous dire, moi, je n'apprends plus rien. Ma base de données, elle date jusqu'à 2021. Donc, si vous me posez des questions à qui a gagné au foot la semaine dernière en Europe, bah, on ne sait pas, il ne sait pas. Et il ne sait pas non plus aller visiter des pages web. Il faut copier-coller du texte à ChatGPT et lui demander de faire une synthèse. Mais quand même, on revient à ce qu'on avait vu au début avec justement le Turing, donc qui parle justement d'un nouveau langage. La machine, elle ne réfléchit pas, mais elle limite l'apprentissage. Et donc, c'est exactement ça ce qui se passe avec les GAN. Donc, c'est les algorithmes, c'est les Generative Adversarial Networks. Et ils sont une technique émergente pour apprentissage semi-supervisé et non supervisé. Et imaginez une analogie adaptée, pensant à un réseau comme un copiste contrefaçon d'art et l'autre comme un expert en art. Donc, les contrefaçons connues dans la littérature sous le nom du générateur, J, créent des contrefaçons dans le but de faire des images réalistes. Et l'expert connu sous le nom de discriminateur, D, reçoit à la fois des faux et des images réelles authentiques et vise à leur dire part. Les deux sont entraînés simultanément et ne sont pas en concurrence. Fondamentalement, le générateur n'a pas accès direct aux images réelles. La seule façon dont il apprend est par son interaction avec le discriminateur. Donc, d'une même manière, on peut avoir le même type de... voilà, c'est ça. On pourrait avoir le même type donc, de métaphore, voilà, c'est ça le mot que je cherche. Le même type de métaphore avec un magasin et des certains types de vins qui achètent du coup un magasin, qui achètent certains types de vins à des clients qui les revendent ensuite. Cependant, il existe des clients malhonnêtes qui vendent du faux vin pour se faire de l'argent. Dans ces cas, les propriétaires du magasin doivent être capables de faire la distinction entre faux vin et vin authentique. Et vous pouvez imaginer qu'au départ, les faussaires peuvent faire beaucoup d'erreurs en essayant de vendre les faux vins et il sera facile pour les propriétaires du magasin d'identifier que le vin n'est pas authentique. Et en raison de ces échecs, les faussaires continueront à essayer différentes techniques pour simuler les vins authentiques et certaines d'entre elles finiront par réussir. Maintenant que les faussaires savent que certaines techniques ont passé les contrôles du propriétaire du magasin, il peut commencer à améliorer les faux vins sur la base de ces techniques. Ça marche un peu comme ça. Donc, Yann, je vais continuer un peu. Enfin, je ne vais pas parler plus vite parce que je pense que je parle déjà assez rapidement. Mais ça va? Oui? Oui, c'est cool, c'est vraiment intéressant. Moi, je suis. OK. Donc, l'idée du GAN, en fait, c'est justement, là, je vous donne ces images montrent la traduction d'images en images non appareillées. C'est Unpaired Image-to-Image Translation à l'aide de Conditional GAN. Du coup, à l'aide de GAN conditionnels qui sont appelés aussi Cycle GAN. Donc, en fait, c'est traduire en fait, des données d'une image à une autre. Donc, ils vont apprendre de traduire une image en style monnaie. Ils vont prendre le chevaux, ils vont le traduire en texture des zèbres, mais en gardant la forme. Donc ça peut avoir des résultats assez drôles à jouer avec. Et du coup, c'est quand même ça nous fait vraiment à comprendre vraiment comment ça marche. Et donc, au fait, c'est aussi pour comprendre aussi comment on peut, comprendre aussi comment les deepfakes sont générés, par exemple. Je vais aller un peu plus rapidement, voilà, pour vous montrer juste les outils. Donc, Artbreeder. Bah là, j'ai fini la présentation. Si vous voulez, je vais vous montrer mes petites créations sur Artbreeder. Ça, c'est quelque chose d'assez fun pour utiliser en classe. Donc, en fait, on a des images. Il y a aussi une version freemium, du coup, c'est pas payant, donc jusqu'à un niveau. On peut choisir deux images et utiliser vraiment des génétiques et d'autres paramètres qui vont nous générer donc des nouvelles images, des petites vidéos. Ils vont faire du morphing. Voilà, c'est assez intéressant justement. Et puis sinon, il y a EbSynth qui est assez utilisé pour, on peut dire des élèves ou des étudiants en première ou deuxième année qui veulent faire un petit pitch sur le film d'animation sur un style spécifique. Donc, à partir d'une vidéo,
et une image des références sur un style, ils vont nous transmettre ces styles sur notre vidéo. Donc, vous comprenez bien que là, il y a du style gun derrière, bien sûr, avec aussi de vidéos et des tracking et d'autres méthodes, d'autres algorithmes. Et justement, pour parler donc d'image, de l'image, l'assistance à l'image, il y a un super outil qui s'appelle Runway. C'est du vrai machine learning. On peut même entraîner nos propres modèles sur des autres bases de modèles, des algorithmes. Et il y a des tools, par exemple, pour enlever les fonds verts, pour créer, pour justement magiquement, au lieu d'avoir fond de vert, avoir un effet fond vert, générer des médias, commencer justement à se mettre dans l'idée du synthétique image et les vidéos, justement, la vidéo synthétique, ça peut être aussi ce qu'on appelle deepfake, bien sûr, ou ça peut être justement de passer nos caractéristiques, notre animation faciale, ce qui est une feature à venir, dans de personnages ou bien les animer avec la voix. C'est-à-dire, nous, on met notre voix, on choisit un personnage et puis le personnage, il parle comme nous. Et pour finir, voilà, ChatGPT. Donc, bien sûr, c'est un outil assez puissant. C'est vraiment, ça nous aide à relire, à synthétiser, à analyser, à créer de l'être à notre part. Enfin, il faut quand même. En fait, ChatGPT, ça ne crée pas à notre place. Ça nous montre comment ça aurait pu être. Il nous fait des propositions d'écriture, mais on voit bien qu'il y a un style assez quand même froid. Ce n'est pas non plus très littéraire. Et moi, je commence à voir des choses qui vont pas bien. Par exemple, il y a déjà, il y a des pubs qui disent écrivez un bouquin sur ChatGPT. Il y a maintenant des applications quand on te dit maintenant vous avez écrit votre bouquin sur ChatGPT. Et ben avec cette application, vous pouvez le publier. Je me dis bon, qui va les lire ces bouquins finalement? Et est-ce qu'on ne devrait pas les dire quand même? Est-ce qu'on n'a pas écrit tout seul? Après, ça peut nous aider. Ça peut nous aider à restructurer, on peut dialoguer, on peut poser des questions. Des fois, il se trompe aussi. Il peut dire « Ah, je suis désolée, oui. » Il faut pas rester à sa première question. Il faut essayer de reposer la question. Mais je pense que c'est parfaitement, c'est bien fait pour tout ce qui est debug. Mais pas justement, génère-moi un script pour faire ça. Parce que des fois aussi, il ne nous dit pas toutes les dépendances, il ne nous dit pas sur quelle version il a fait, donc on peut avoir aussi des erreurs si on veut tout, si on lui demande de tout générer du début. La meilleure chose à faire, c'est que l'expliquer où on en est, qu'on a fait ça et ça et ça, et puis ensuite lui donner un truc très spécifique à débugger. Puis voilà, l'idée de contrôle des contenus, de contrôle de l'usage, de la qualité de contenu et aussi de détecter si ce n'est pas une triche des fois de répondre avec ChatGPT. C'est des choses qui ne sont pas encore très régulées. Et voilà, j'ai tous ces ressources à vous donner. Et avec une petite Sophia le robot. Donc là, j'arrête et j'ai mes demandes. Ah, bah, il y a quelqu'un qui veut participer à cet appel. Voilà. Est-ce que je pense qu'on a quand même des petites minutes. C'était vraiment intéressant. Moi, j'avais une petite question pour toi, Sophia, surtout par rapport à ChatGPT. Donc, on sait que la ChatGPT, je pense que ces informations s'arrêtent à 2021, comme vous dites. Et puis, on lui demande une question sur le Tour de France hier, qui a gagné la première, il ne saura pas répondre. Donc, j'aimerais savoir, juste te poser la question, un petit conseil sur l'application en salle de classe. Quelle est la limite que les élèves pourraient, jusqu'à quel point ils pourraient l'utiliser? Alors, justement, je pense qu'avec nos outils technologiques en général, il faut apprendre à faire avec et non pas à faire à notre place. Et ça, c'est pour tout, à mon avis. Voilà. Oui. Et comment l'enseignant est-ce qu'il pourrait gérer, parce que ce n'est pas très évident en fait de suivre, vu que c'est gratuit, c'est pour tout le monde, et comment anticiper cette mauvaise, entre guillemets, utilisation de ChatGPT en classe, parce que…
En fait, déjà, il faut passer par un système où ça crée des affects. C'est-à-dire que je ne peux pas demander à mes premières années de m'écrire un script pour la réalité virtuelle et lesquels je veux que ça fonctionne la semaine prochaine, alors que je ne les ai pas encore enseigné le C#. Enfin, là, c'est vraiment très spécifique. Et là, je parle de l'université. Je ne sais pas si vous faites du C# déjà, si je vous parle vraiment, si ça vous paraît complètement, vous ne comprenez rien de ce que je dis. Mais ça peut arriver, par exemple, que les étudiants, ils n'ont pas les niveaux. On leur demande de faire des choses et puis, bien sûr, ils vont paniquer, ils vont aller chercher sur Internet. Mais alors, si on les apprenne déjà on peut faire on peut faire un usage, par exemple, d'essayer d'écrire un pseudocode sur papier. On peut faire un exercice où il n'y a aucune interface, aucun écran, aucune connexion. Il y a la boîte où on met les téléphones dedans et on peut essayer de comprendre qu'est-ce que c'est décodé. Et ensuite, une fois qu'on arrive à comprendre au moins à quoi ça sert et comment ça marche, et en ce moment-là, on commence à écrire nos propres fonctions. Et ben, en ce moment-là, on peut aller regarder pourquoi on a de bugs. Enfin voilà, c'est pas ChatGPT qui va remplacer non plus l'enseignant. C'est l'enseignant aussi qu'il faut pas. Enfin voilà, l'enseignant il ne doit pas alors non plus dire aux élèves non mais on n'utilise pas du tout ChatGPT et puis lui chez lui il l'utilise et les enseignants, les élèves. Enfin voilà, je pense qu'il faut juste se méfier déjà des usages, de dire qu'il peut tout faire, parce que pas du tout, il ne peut pas du tout faire. Ça peut plus nous prendre la tête en essayant de débugger et de prendre le code et de le copier. Après, voilà, j'aimerais bien voir vos retours aussi à ça. Mais ça peut être aussi, des fois, ça peut aider beaucoup. Ça peut prendre plein de temps. Et justement, sur les gens qui débutent avec les codes, ça peut les aider beaucoup. Donc moi je pense que vraiment pour débugger, parce que c'est vraiment l'IA c'est quand même fait par de machines, donc je pense que coder c'est quand même moins grave que écrire ma thèse par exemple. Oui, tout à fait. Si écrire ma thèse, il va avoir du mal parce qu'il va pas forcément bien citer les ressources. Mais je vais quand même en citer, s'il te plaît, chat, mon meilleur ami. Tu peux quand même m'écrire d'où tu l'as pris cette passage, cette citation. Donc, il va quand même essayer de me les trouver. Mais des fois, il peut changer son avis. Et de toute façon, l'écriture, c'est très fade, en fait. Ça ne correspond pas du tout à comment moi, je l'écris. Donc, OK, je pourrais imaginer qu'il me donne des idées de structure, mais pas forcément du langage humain. Il ne pense pas comme un humain. Voilà. Parfait, merci. Il y a Jonathan qui dit pour comparer les différents modèles comme ChatGPT, vous pouvez essayer. Donc, il y a un petit lien si vous voulez cliquer dessus. Super. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, moi. So c'est juste une façon, comme j'ai dit, de comparer les différents modèles, exactement comme tu as fait avec Midjourney et DALL-E. Donc, tu peux comparer, je pense qu'ils ont plus de 15 différents modèles de générateurs de texte et tu peux comparer ce que ça te donne pour les mêmes prompts, si tu veux l'essayer. D'accord, super. Donc, merci. C'est vraiment génial. J'imagine du coup que vous servez déjà de tout ça. Justement, ça, c'est un super outil parce que moi, je l'ai fait manuellement. Là, je vous ai fait justement Image. Après, je ne pense pas qu'il peut faire ça pour Image Generation. Je ne pense pas que c'est pour les images. Je pense que ce n'est que pour le texte. Moi, j'ai fait ça humainement sur mes diapos très linéaires. Ouais. Voilà, mais c'est quand même, je pense que c'est ça l'idée de base, de comparer les outils, de ne pas se dire voilà, j'ai trouvé Midjourney, voilà, je vais virer tous mes graphistes, parce que quand même, c'est moins fun d'avoir 5 ordinateurs au bureau qu'une personne avec lesquelles, voilà. Mais j'ai l'impression, j'ai déjà parlé avec plusieurs gens qui ont viré les gens qu'ils ont embauchés. Donc, je trouve qu'avec tous les outils qu'on a ces jours-ci, les gens qui travaillent sur Fiverr ou Upwork ou des services comme ça, où par exemple, on te paye 50, 100 $ pour accomplir une certaine tâche, si les gens peuvent obtenir, pas nécessairement du travail équivalent, mais du travail qui vaut peut-être 60% de ce que fournirait un humain, mais avec un prix qui coûte peut-être 10% de ce qu'ils auront à payer et qu'ils peuvent avoir des résultats plus ou moins instantanés,
j'ai vu plusieurs gens qui ont complètement arrêté d'embaucher des gens et les ont complètement remplacés avec des outils comme ChatGPT et Midjourney déjà. Oui, donc là, tu parles vraiment de graphistes. Voilà. Après, voilà, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de modèle 3D, donc il y a toujours des gens qui font de la 3D. C'était Après, ma prochaine ça arrive question. pour nous aussi. Ça arrive pour nous aussi bientôt. Il y aura Midjourney 3D, donc je me demande, parce que de me faire l'objet 3D, c'est sympa, mais s'il me sort juste une vidéo, moi, je ne veux pas du tout ça. Moi, je veux l'exporter en object, en collada, je vais l'exporter en un autre format pour pouvoir le mettre dans un métaverse. Donc, en fait, c'est ma question. J'allais justement te demander, est-ce que tu connais une plateforme ou un service qui nous offre le potentiel de créer des modèles 3-dimensionnels? Parce que j'en ai vraiment besoin cet été. Il y en a de Git que tu peux avoir tes propres training models. Et il y a des NVIDIA qui font ça. Et il y a un artiste qui s'appelle il y a Refik Anadol qui fait ça, et il y a aussi Maurice Benayoun qui a fait un projet à Tokyo, justement, avec des GAN 3D. Par contre, du coup, lui, il est sponsorised by NVIDIA. Et si tu as compris, le GAN, toute l'IA, il est spécifique NVIDIA. Donc, ils vont se faire beaucoup d'argent. Entre les IA, entre les apps IA où nous on paye, on est juste les utilisateurs, et les gens les ingénieurs de l'IA, il y a un grand gap. Et du coup, justement, il ne faut pas tomber dans les pièges que moi j'essaie de m'en servir. Non, en fait, on fait juste utiliser des apps de ce qu'ils nous donnent à utiliser. L'idée, c'est de dépasser côté machine. En fait, si on veut vraiment faire de la science et de technologie, c'est d'aller télécharger. Tout ça, c'est open des fois. On a des style guides. On peut traîner nos modèles. Du coup, on peut même imaginer de lire des articles, faire une thèse sur créer nos propres 3D IA. Je vous propose, si ça vous intéresse autant, de faire plutôt ça que, d'essayer d'être plus autonome, comme aussi les ordinateurs, ils essaient de faire aussi. Pour voir qui va gagner. Et je pense que pour la plupart des gens qui utilisent ces types de services, c'est vraiment juste une question de utilité. Donc, il y a des gens qui sont très technologiques qui vont se dire, oui, j'ai ma carte graphique NVIDIA, oui, je veux personnaliser mon modèle, mais je trouve que l'adoption des outils comme ChatGPT et DALL-E, c'est vraiment parce que n'importe qui peut le faire sans avoir accès à une carte graphique qui te coûte $2000. Mais en fait, vraiment le faire, mais faire quoi? Parce que ça ne marche pas super bien. En fait, c'est comme le méta, en fait. Je ne sais pas si ça vous intéresse, la réalité virtuelle, mais ma thèse est plus là-dessus aussi. Et du coup, à la promesse Metaverse Horizons, et tout le monde était déçu. Et du coup, voilà, c'est du même manière, en fait, comme ChatGPT, c'est super que c'est pour tout le monde. Mais moi, quand je demande de me faire un script pour générer un Python script d'un Blender, c'est error, alors que je juste demandé de me faire un cube. Et du coup, il faut que je lui explique vraiment. Et puis voilà, ça pourrait marcher. Et puis si moi, je commence à faire quelque chose, et puis voilà, le feedback, ça va être beaucoup plus fluide en fait. Au début, on n'y arrive pas à se communiquer avec la machine. Et puis aussi, je lui pose la bonne question. Enfin, je pose du bon façon la question, qu'il comprenne, qu'il me répond bien. Et vice-versa. Donc, bien sûr, il faut quand même être flexible avec nos outils. Il faut faire attention avec ce qu'on partage comme données. Il ne faut pas poser des questions très personnelles. Et aussi, voilà, je pense qu'il faut comprendre leur fonctionnement et leurs limites, justement. Parce que je trouve que ChatGPT est super. Il peut nous aider à calculer, mais il peut aussi remplacer le boulot de graphiste. Mais les graphistes, peut-être qu'ils faisaient juste des images fixes, peut-être c'était le moment à faire des choses plus fun, peut-être aussi. Moi, je suis artiste et j'ai fait de la réalité virtuelle parce que en tant qu'artiste, j'avais besoin de faire des choses technologiques avec les outils que j'ai aujourd'hui. Donc, en fait, pour les graphistes aussi, un outil, finalement. Donc, pourquoi ne pas devenir graphiste, ChatGPT, je veux dire, des gens, s'ils font tout à la fin graphiste, je veux dire, si un patron, il va virer tout le monde parce qu'il peut tout faire avec ChatGPT, il ne va pas avoir le temps de tout faire avec les IA, en fait. Il n'aura pas assez de temps. Du coup, il va quand même avoir besoin de nouveaux métiers qui sont compétents avec ces technologies. Je ne pense pas que les métiers vont changer, que les gens ne trouveront pas de métier. C'est juste que le métier même, ils vont changer le logiciel dont on utilise pour faire cette chose. On va le faire beaucoup plus vite
Et on ne va pas forcément utiliser Photoshop, on ne va pas forcément utiliser, voilà, on va utiliser peut-être DALL-E, comment ça s'appelle, le nouveau Stable Diffusion, Stable pour faire des Diffusion. vidéos. Mais quand même, en même temps, même ça, esthétiquement, c'est saturé, à mon avis. Enfin, je veux dire, ça ressemble le saccade des vidéos qui bougent, alors que ça peut être joli au début, mais c'est quand même, ça ne m'intéresse pas trop, finalement, esthétiquement. Ok, alors si on n'a pas d'autres questions ou si on a d'autres questions, N'hésitez pas. Sophia peut rester quelques minutes, 50 minutes pour vos questions. Sinon, ben, on vous dit au revoir. Oui, c'est ça. Bon après-midi et à la prochaine. À la prochaine. À la prochaine. Merci beaucoup. Merci pour votre présence. Merci. Merci, Sophia. Je vous enverrai le ref si vous voulez. Je te passerai le message de ref et on peut l'envoyer aux gens. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. C'était vraiment intéressant. Bonne Au revoir. journée. Bonne Au revoir. journée.